Et salut à tous! Alors, dans ce deuxième épisode, on va se pencher sur la customisation de notre boîtier, histoire de le rendre un peu moins actuel, et de l'adapter à ce qu'on va en faire, à savoir le plus beau boîtier ATX pour un PC AT de YouTube, bien entendu. Et voici donc les règles pour ce projet. Pas le droit de modifier esthétiquement le boîtier, interdiction de découper, de percer ou de tordre quoi que ce soit, et idem pour la peinture. Bah ouais, j'ai pas du tout l'intention que ça se transforme en un candidat pour le concours de tuning bisannuel de Palavas-les-Flots, je veux que ça soit un rétro slipper classe. Et histoire de commencer fort, on va modifier le panneau de commande pour qu'il soit adapté à notre utilisation. Dans ce projet, je n'ai pas prévu d'utiliser de disque dur. Déjà, parce que ça fait du bruit, ça vibre, et en plus, parce que. Nous allons donc utiliser un adaptateur IDE lecteur de carte compact flash. En partant du principe que je n'ai pas du tout l'intention de massacrer le boîtier pour y rentrer des boutons poussoirs moches, mais c'est un point que je vous détaillerai dans un prochain épisode, et que j'ai envie de conserver ce qui existe déjà dans notre boîtier, on va donc adapter le panneau de contrôle de telle manière qu'il permette d'allumer et d'éteindre le PC, bon, jusque-là tout va bien, d'activer et de désactiver le mode turbo, et là je sens que j'en perds certains, mais on verra ça dans le prochain épisode aussi, et donc un emplacement pour notre lecteur de cartes. Dans un premier temps, j'ai commencé par faire quelques modifications tout en finesse pour voir si, en fait, je sais pas du tout ce qui m'a pris. Une fois le massacre constaté, je me suis décidé à être un petit peu plus ambitieux et à mettre à profit mon skill de la mort en modélisation 3D, ainsi que ma petite imprimante 3D. Et voilà comment, armé de mon pied à coulisses, d'un petit carnet et de beaucoup de patience, je me suis lancé dans la création d'un panneau de remplacement. Pour les curieux, le logiciel que j'ai utilisé est Autodesk Fusion, qui est disponible gratuitement sur le site de Autodesk pour une utilisation non commerciale et je crois pour 10 modèles. Et voici la révision 1 imprimée. Et là déjà on s'aperçoit de deux problèmes évidents. Le premier, c'est que le lecteur de cartes a une diode et qu'il n'y a pas de trou qui correspondait du coup. Le second, c'est que le trou que j'ai prévu pour afficher l'activité du disque dur ne sert à rien. Alors oui, vous me direz, il suffit juste de retirer la diode et de la mettre dans le trou, mais non, j'ai pas envie. Allez, on retourne à la planche à dessin pour une deuxième version qui corrige ça, et on en profite pour ajouter un support pour le lecteur de cartes du coup. Bon, alors, cette deuxième révision. Alors, voyons voir. Le lecteur de cartes se monte bien. Il tombe bien pile en face. Dommage que je me sois loupé sur la mesure du trou pour la diode, mais bon. Et tiens, j'en ai aussi profité pour designer 2 boutons. À force de chercher quoi mettre dessus, j'ai finalement décidé de garder une idée simple pour identifier chacun d'entre eux. Un avec un P comme power, pour la mise sous tension, et un second avec un T comme turbo pour... je crois que vous commencez à comprendre l'idée. Et là, c'est le drame, ça frotte de partout, ça bloque, voire même ça casse. Pourtant mes cotes sont bonnes, je vais laisser un petit peu plus de marge à tout ça. Et nous voilà à la troisième impression, qui a malheureusement raté en cours, mais c'est pas si grave, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur et regarder si des ajustements sont nécessaires. Alors, la diode du lecteur est bien au bon endroit, mais par contre, il faut lui faire un petit peu de place pour qu'elle puisse s'enfoncer un peu dans la façade, ok. Et bon sang, mais ces bons sang de boutons, ils se bloquent toujours, quelle galère! Allez, on y retourne, et cette fois-ci, ce sera la bonne. Bon, nous y voilà. Donc, l'impression vient juste de se terminer. Donc, je découvre avec vous. Là, vraiment. Alors, hop là. Donc là, jusque-là, tout va bien. Oh, ça sent bon, ça sent bon. Allez, nous voilà partis pour un petit tour à l'alcool isopropyl, là, pour nettoyer la pièce, vu que c'est de la résine. On est parti pour 7 minutes.
on remet le capot et c'est parti pour 10 minutes de ventilation cuisson. Bon ben voilà, on y arrive, fin de cuisson dans 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 1. Cette fois-ci elle est cuite, elle est bien sèche. Alors on va la regarder un petit peu dans la lumière, on va voir ce que ça donne. J'arrive, j'ai un petit défaut là, mais... Hop. Bon, après quelques tentatives ratées et pas mal de résine gâchée, et le lecteur de carte rentre sans souci, les boutons vont et viennent sans problème, on y est enfin les amis. Et voilà ce que ça donne une fois en place, on l'a bien mérité celle-là. Ouais, eh bien c'est bien agréable quand c'est terminé, hein, vous pouvez me croire. Hein. Et c'est aussi terriblement satisfaisant de se dire qu'on l'a fait avec ses petites mains. C'est tout pour cette fois, et même si c'était un peu plus technique que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain épisode, on va parler de boutons, d'électronique, et de la lumière, histoire de rendre notre projet un petit peu plus sexy. Ah, avant de finir, petit erratum sur la vidéo précédente. J'ai parlé de port ISA 32 bits, c'est bien entendu une erreur. Pour faire simple, ça, c'est un port ISA 8 bits, et ça, c'est un port ISA 16 bits. J'ai aussi dit que le connecteur PGA 168, le support de notre 486 dans la vidéo précédente, était l'ancêtre du socket. Petite mise au point lexicale. Un socket en anglais, c'est un connecteur ou un support dans notre contexte. Et du coup, le PGA 168 est un socket, lui aussi. Il connecte le processeur à la carte mère. Le truc, c'est que j'ai fait un amalgame, que je dois pas être le seul à faire d'ailleurs, avec les sockets avec un grand S, un S majuscule, comme dans Socket 7 par exemple, qui sont des connecteurs spécifiques que l'on appelle ZIF, vu qu'ils ne nécessitent aucune force pour être enfoncés. Contrairement au 486, vous avez vu que j'ai galéré sur la vidéo d'avant. Et les processeurs modernes, eux, sont connectés à la carte mère via des sockets LGA, sur lesquels les processeurs sont pressés. Il n'y a plus de petites pattes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut!